Bonjour à vous, je vous remercie d'écouter ce que je souhaite vous dire aujourd'hui à propos de la philosophie, mais plus particulièrement à propos de ce que c'est la philosophie, à propos de ses origines et également à propos de ses domaines de prédilection. Selon une tradition bien établie, le terme philosophie aurait été utilisé pour la toute première fois par Pythagore au VIe siècle avant Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit de l'authenticité de cette origine un petit peu contestable, ce qui est sûr, c'est que le mot apparaît approximativement à cette époque, et on le retrouve d'ailleurs à la fois chez Héraclite, chez Antiphon, mais également chez Socrate et chez Platon. Mais qu'est-ce que c'est la philosophie? À cette époque, les mots composés avec le préfixe philo servent à désigner la disposition de quelqu'un qui trouve son intérêt ou son plaisir à se consacrer à une certaine activité, et par extension, le fait de rechercher à pouvoir pratiquer cette activité. La philosophie, ce serait donc le plaisir qu'on prend à pratiquer la sophia, ce serait donc aussi la recherche de cette sophia. Cette dernière est souvent traduite par sagesse, mais au VIe siècle avant Jésus-Christ, la notion de sagesse est très proche de celle de connaissance et de savoir, ce qui nous conduit naturellement à une définition étymologique de la philosophie comme étant le plaisir que l'on prend à savoir, ou plus précisément encore la recherche de la connaissance. Voilà pour l'étymologie. Mais de façon plus claire, de façon plus générale et peut-être aussi de façon un petit peu plus actuelle, qu'est-ce que c'est la philosophie? Si on organisait un micro-trottoir pour en avoir une petite idée, il est probable qu'on apprendrait qu'un philosophe, c'est une sorte de prétentieux, un charlatan, un type qui se la pète un petit peu, quelqu'un qui a un avis sur tout, qui a réponse à tout, surtout en matière de morale et de politique, qui est omniprésent sur les plateaux télé, tout en étant globalement incompréhensible dans la mesure où il jargonne et s'écoute parler. Ou alors on apprendrait que c'est un doux rêveur inutile et un petit peu inadapté, qui a la tête dans les nuages et qui s'acharne sur des questions qui ne présentent finalement que très peu d'intérêt. Le philosophe serait une sorte de champion de la masturbation intellectuelle, finalement. On pourrait évidemment aussi poser la question directement au philosophe, mais on court alors le risque d'obtenir autant de définitions de la philosophie qu'il existe de philosophes. Même s'il s'agit d'une tâche difficile, il me semble néanmoins utile de proposer ici une définition, histoire que nous sachions un petit peu de quoi on parle. Je proposerai donc la définition suivante, à l'évidence imparfaite, mais qui ne devrait pas trop déplaire à la plupart des penseurs que j'ai l'intention d'évoquer ici. La philosophie consiste en un effort rationnel de compréhension, censé nous orienter dans notre existence, nous aider à comprendre la nature même du monde et à nous fournir des critères pour guider nos actions. Cet effort intellectuel ne doit se soumettre qu'à la raison et à l'expérience, à l'exclusion donc de toute affirmation dogmatique et de toute révélation d'origine divine, transcendantale ou surnaturelle, et viser davantage à réfléchir sur ce que nous savons ou ignorons qu'à augmenter notre savoir. La philosophie tend davantage à s'interroger qu'à répondre, davantage à questionner qu'à connaître. Les objets de prédilection de la discipline philosophique sont le monde et l'être humain, et son but, qui varie selon les époques et les personnes, est le plus souvent la vérité ou le bonheur. Au-delà de cette définition, il y a un élément sur lequel je veux mettre l'accent. C'est l'idée déjà présente dans l'étymologie du terme philosophie de recherche. L'essence de la philosophie, c'est la recherche de la vérité et non sa possession. Faire de la philosophie, c'est être en route, disait un philosophe. On peut même, comme l'écrivain britannique Philip Kerr le dit, comparer la philosophie à une enquête policière. Dans les deux, il y a une vérité à découvrir, une vérité qui, pour certaines raisons, est restée cachée jusqu'à présent, une vérité qui existe derrière les apparences et qu'il va falloir essayer de découvrir en raisonnant, en rassemblant des indices. La philosophie est donc une recherche permanente et non un savoir proprement dit, si cette notion englobe celle de permanence et de certitude.
Plutôt que de la certitude et des réponses, le philosophe est en effet l'ami du doute et l'ami du questionnement. À présent qu'on a une petite idée de ce qu'est la philosophie, posons-nous la question de son origine. D'où vient-elle? Et plus précisément encore, où est-elle née? Quand est-elle née et comment est-elle née? La tradition nous apprend que la philosophie est née à Milet, dans la cité grecque de Milet, sur le littoral égéen de l'actuelle Turquie, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Sans être fausse, cette information oblige d'emblée à une précision indispensable. Ce serait en effet faire preuve d'eurocentrisme que de croire à une origine exclusivement grecque ou même européenne de la philosophie. Il est plus qu'évident que les premiers penseurs grecs ont été en effet largement influencés par les Mésopotamiens, les Égyptiens et les Indiens avec lesquels ils étaient en contact. Et puis, il suffit de rappeler que les tout premiers philosophes grecs sont les contemporains de Confucius, ainsi que de Siddhartha Gautama, c'est-à-dire le Bouddha, pour se convaincre que la philosophie, dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, dépasse très largement les frontières de l'Europe. Autrement dit, il s'agit de la philosophie occidentale ou de la philosophie européenne qui apparaît à Milet au VIe siècle avant Jésus-Christ. Soyons plus précis. De façon conventionnelle, de façon habituelle, on fixe la date de naissance de la philosophie occidentale vers -600, c'est-à-dire au moment où celui que l'on considère comme le premier philosophe grec, Thalès, fonde la première école philosophique. C'est cette fondation qui établit l'acte de naissance de la philosophie occidentale. Comment peut-on expliquer l'émergence un petit peu soudaine de la philosophie au VIe siècle? Comment se fait-il qu'elle apparaisse à cet endroit, à cette époque, et pas ailleurs, avant ou après? La réponse à cette question est assez complexe, et il existe de très nombreux facteurs qui vont participer à l'éclosion de ce qui deviendra la philosophie. Parmi ces nombreux éléments, on peut citer l'étonnement, l'émerveillement face au monde et aux phénomènes naturels. Comme l'écrit Aristote, s'étonner, c'est reconnaître sa propre ignorance, et c'est précisément pour échapper à cette ignorance que les tout premiers penseurs se livrèrent à la pratique de la philosophie. Un autre élément est sans aucun doute la conscience de la mort. L'existence m'a été donnée sans que j'aie rien demandé, et elle me sera reprise. Je sais que je vais mourir, je sais que tout le monde doit mourir dans un délai plus ou moins long, en fonction de l'âge, de la santé, du hasard aussi. Philosopher, c'est apprendre à mourir, écrit Montaigne. Et cette conscience que nous avons tous qu'il nous faudra inéluctablement mourir un jour, nous pousse à nous interroger par rapport à notre vie. Et ces questionnements participent, eux aussi, à l'émergence d'une pensée philosophique. Et puis, à côté de l'étonnement et de l'émerveillement qu'on peut ressentir face au monde, à côté aussi de cette conscience de la mort que nous avons tous, il y a évidemment d'autres facteurs qui interviennent dans l'éclosion de la pensée philosophique, comme par exemple le développement de l'écriture alphabétique, qui était rendu possible par le fait que l'être humain se tient debout, et que cette station debout libère les mains, qui peuvent alors devenir des outils polyvalents permettant de travailler et d'écrire. Enfin, car j'en resterai là, il faut aussi insister sur le contexte politique, social et économique très favorable que l'on peut observer dans les colonies grecques implantées sur les côtes de l'actuelle Turquie à cette époque. Comme le dit en substance Aristote, c'est en effet à partir du moment où les hommes ne sont plus obligés de se soucier continuellement de leurs moyens de subsistance qu'ils peuvent commencer à s'interroger plus profondément sur eux-mêmes et sur le monde qui les entoure. En d'autres termes, il est beaucoup plus facile de réfléchir le ventre plein que quand on crève de faim. Cela dit, le tout est supérieur à la somme de ses parties, entend-on souvent, et il est vrai que tous ces facteurs, s'ils permettent de mieux comprendre l'émergence de la pensée philosophique, ne peuvent pas expliquer intégralement ce qu'on a qualifié de miracle grec. Comme tout événement, la naissance de la philosophie demeure en partie contingente, et pour cette raison, aucune explication historique ou sociologique ne peut véritablement en venir à bout.
Favorisée par ces différents facteurs, la philosophie occidentale naît donc avec Thalès, et c'est peut-être Pythagore qui invente le terme philosophie. Cela dit, il est évident qu'on n'a pas attendu le VIe siècle avant Jésus-Christ pour s'interroger sur le sens de l'existence et sur les causes des phénomènes naturels, ainsi que sur l'origine du monde et des êtres humains. Mais avant de recourir à des explications rationnelles, philosophiques, voire scientifiques, on s'est pendant très longtemps contenté d'explications d'ordre religieux ou non, qui se transmettaient sous forme de mythes. Les mythes peuvent être considérés comme des récits qui se déroulent généralement dans des temps reculés et des espaces lointains, et qui ont pour but d'expliquer les phénomènes naturels et humains. Pendant des millénaires, se perpétue ainsi de génération en génération, et de bouche à oreille, une floraison d'explications mythiques destinées à répondre aux grands problèmes que se posent les humains. D'où vient le monde dans lequel nous vivons ? Telle est la question à laquelle vont s'efforcer de répondre les cosmogonies. D'où viennent les dieux et qui sont-ils ? Poseront comme question les théogonies. Comment les êtres humains sont-ils apparus sur Terre ? Interrogeront les anthropogonies. Pendant longtemps, on a décrit le passage de la pensée mythique à la philosophie comme une transition qui va de l'irrationnel au rationnel, voire du mensonge à la vérité, ce qui présuppose ainsi que le mythe relève exclusivement d'une pensée irrationnelle. Ce n'est pas exactement le cas. Il y a une part de rationnel dans le mythe, ne serait-ce que parce que le mythe obéit à des règles et à une logique souvent rigoureuse. Avec l'avènement de la philosophie, il s'agit de se détacher petit à petit de ces différents récits empreints de merveilleux, de fantastique, de surnaturel et d'irrationnel, dans lesquels interviennent souvent des divinités anthropomorphiques. Le but est alors de comprendre l'ordre du monde et la place de l'être humain dans celui-ci par une observation de plus en plus scientifique et de fonder rationnellement une réflexion critique. Cela dit, la transition entre la pensée mythique, c'est-à-dire le mythos, et la pensée rationnelle, c'est-à-dire le logos, ne s'accomplit pas de façon brutale, mais plutôt de manière progressive à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ, de sorte que les mythes transparaissent encore assez fréquemment chez les premiers philosophes. D'ailleurs, certains penseurs ultérieurs utiliseront parfois ponctuellement le mythe comme illustration ou support de leur pensée. C'est notamment le cas de Platon avec l'allégorie de la caverne et le mythe de l'androgynie originelle. C'est le cas de Nietzsche aussi avec l'idée de l'éternel retour. C'est le cas de Freud avec le mythe de la horde primitive, ou encore celui de Camus avec le mythe de Sisyphe, sans parler du fameux mythe du progrès qui se trouve à la base de la pensée de Condorcet, de Comte et de Fourier. Maintenant qu'on sait un petit peu mieux de quoi on parle, penchons-nous un petit peu sur cette philosophie. Le constat est immédiat. Vue dans son ensemble, elle ressemble à un grand fourre-tout, un capharnaüm rassemblant des choses très diversifiées. La quête de la sagesse, de la connaissance, du bonheur, de la vérité, du bien dire, du bien faire, etc. Or, et on s'en doute, ces différentes recherches peuvent porter sur différents contenus. C'est la raison pour laquelle il est commode de distinguer quelques grandes disciplines qui correspondent aux grands problèmes dont la philosophie s'occupe, ne serait-ce que pour en faciliter la communication, la compréhension et l'enseignement. Pour paraphraser Descartes, on pourrait dire que la philosophie est un arbre dont il convient d'envisager les différentes branches afin de mieux les comprendre et les étudier. Mais combien de branches l'arbre philosophique comporte-t-il ? Ici comme ailleurs, presque chaque philosophe a évidemment son propre avis, mais afin de vous permettre d'avoir une petite idée de l'étendue de ces domaines philosophiques, je proposerai ici une classification qui n'est sans doute ni originale ni parfaite, et qui inclut dans le champ de la philosophie 6 disciplines principales. La logique, la morale, l'esthétique, la métaphysique, l'anthropologie et enfin l'épistémologie. La logique est la discipline qui détermine les conditions de la vérité.
On considère que c'est Aristote qui crée la logique, qui constitue pour lui une véritable science des formes cohérentes du raisonnement. Selon lui, il s'agit d'un outil, d'un instrument qui comporte un ensemble de règles générales et formelles permettant de distinguer un raisonnement concluant ou une argumentation correcte d'un raisonnement qui, au contraire, ne l'est pas. Parmi ces règles logiques, une des plus célèbres est sans doute la théorie du syllogisme. La forme la plus simple du syllogisme consiste en un raisonnement déductif qui met en relation trois propositions. L'exemple le plus connu étant probablement « tous les hommes sont mortels », or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. La première proposition, appelée prémisse majeure, consiste en une généralité. La deuxième proposition, appelée prémisse mineure, consiste en une particularité. Enfin, la troisième proposition est une conclusion que l'on va tirer des deux premières propositions. Aristote a déterminé qu'il existe 256 formes possibles de syllogisme, parmi lesquelles 24 seulement sont concluants, c'est-à-dire valides. La morale, c'est la partie de la philosophie qui traite du problème de l'action. La morale répond à la question « que dois-je faire ?» C'est l'ensemble de mes devoirs, autrement dit l'ensemble des impératifs que je reconnais légitimes, même s'il m'arrive évidemment, comme tout un chacun, de les violer. C'est la loi que je m'impose à moi-même, ou que je devrais en tout cas m'imposer, indépendamment du regard d'autrui et indépendamment de toute sanction ou récompense attendue. La morale, c'est le pôle le plus concret, le plus pratique de la philosophie, puisque c'est celui qui, de la manière la plus évidente, nous concerne tous quotidiennement. Les questions morales sont en effet des interrogations très pratiques que l'on peut être amené à se poser plus ou moins fréquemment. Puis-je mentir ? Dois-je avoir une aventure avec ma jolie voisine et mettre ainsi mon couple en danger ? Ou dois-je au contraire refuser toute infidélité au risque de finir entre quatre planches totalement frustré ? Est-ce que je peux tricher à l'examen de philo ? Etc. On pourrait donc définir la morale comme l'ensemble des règles que l'être humain doit suivre dans sa vie aussi bien personnelle que sociale. À partir de là, on peut considérer que tout acte humain est soumis à la question de savoir s'il est justifié ou non, nécessaire, admissible ou répréhensible, en accord ou en contradiction avec les valeurs reconnues, etc. Bref, une action est considérée comme morale ou immorale selon qu'elle correspond ou non à certaines valeurs. Et puisque ces valeurs ne sont pas les mêmes pour tous les individus, à toutes les époques, dans toutes les sociétés, la question se pose de savoir s'il est possible ou non d'envisager l'existence d'un bien et d'une morale universelle. Y a-t-il autant de morale que d'individus ? Non, et c'est là tout le paradoxe de la morale. Elle ne vaut qu'à la première personne du singulier, mais universellement, autrement dit pour tout être humain. Du moins, c'est ainsi que nous la vivons. Nous savons bien en pratique qu'il y a des morales différentes, qu'il n'y a pas de morale absolue. Mais quand je m'interdis la cruauté, quand je m'interdis le racisme ou le meurtre, je sais que ce n'est pas seulement une question de préférence, une question qui dépendrait du goût de chacun. C'est d'abord une condition de survie et de dignité pour la société, pour toute société, pour l'humanité ou pour la civilisation. En français comme dans d'autres langues, le terme moral est en concurrence avec le terme éthique. Étymologiquement, il n'y a aucune différence de sens entre ces deux mots. Le premier d'origine latine, mores, le second grec, ethos. Dans le langage courant, ils sont interchangeables et nous les employons d'ailleurs indifféremment, même si aujourd'hui l'usage du mot éthique est un petit peu plus fréquent que celui de morale. Il est pourtant de tradition de les distinguer en philosophie et de considérer, pour faire court, qu'il existe deux dimensions. La morale, c'est-à-dire l'ensemble des règles de conduite considérées comme valables dans une société donnée, la morale donc possède une dimension collective, tandis que l'éthique,
c'est-à-dire la dimension subjective et réfléchie des valeurs et des normes, la façon dont chacun se conduit, la façon dont chacun se définit comme sujet moral, l'éthique donc est davantage individuelle, personnelle. Évidemment, ces deux dimensions se mêlent constamment. Même la conduite éthique la plus personnelle est toujours articulée à des codes culturels et normatifs qui sont collectifs et institués. Inversement, même ce qu'il y a de plus codé et réglementé dans la vie sociale comporte toujours une dimension intérieure. Mais on doit distinguer les deux dimensions. Tout d'abord celle de la morale comme code, comme système de règles incorporées par chacun de nous, et ensuite celle de l'éthique comme style d'existence, comme pratique de soi. Fréquemment appelée la philosophie de l'art, l'esthétique est la discipline qui a pour objet la sensibilité, la perception, la sensation, l'émotion, le jugement d'appréciation en tant qu'il s'applique à la distinction du beau et du laid. Plus précisément, la tâche de l'esthétique est de s'interroger sur la beauté et sur les lieux où elle se produit ou les lieux où elle est produite, qui sont l'art mais aussi la nature. Quel est donc l'objet propre de l'esthétique? Le beau. Mais où trouver l'objet esthétique? Où trouver cet objet que le goût juge beau? Dans la nature, mais surtout dans l'art. L'esthétique sera le plus souvent une théorie de l'art, une philosophie de l'art. Elle a ses raisons pour privilégier l'art. Il propose en effet à son investigation des objets qui visent expressément à plaire, même si c'est parfois en déplaisant. Des objets dont la production pose autant de problèmes que la consommation. Des objets qui sont en quelque sorte mieux déterminés, généralement plus consistants, plus stables que les objets naturels. Pour le philosophe allemand Hegel, seul l'art doit être étudié par l'esthétique, car ce qui naît de l'esprit, même si c'est la chose la plus laide du monde, reste tout de même supérieur à la plus belle création de la nature. Le domaine d'action de l'esthétique contemporaine est considérable, puisqu'il englobe tout à la fois les différents critères du beau et du goût, tout en proposant une réflexion sur la nature et la valeur de l'art, sur les conditions sociales et techniques qui font juger comme esthétiques certaines productions, sur les notions de génie, les notions d'artiste et d'artisan, de création et d'imitation, d'œuvre et de chef-d'œuvre, etc. La métaphysique est probablement la plus prestigieuse et la plus célèbre des disciplines philosophiques. C'est aussi celle qui semble de loin la moins accueillante, la plus abstraite, la plus prise de tête, la plus frustrante aussi. La métaphysique englobe tout le domaine du suprasensible, l'ensemble de ce qui se trouve au-delà des connaissances empiriques, au-delà des apparences et des sensations. La métaphysique établit les concepts et les principes les plus généraux qui permettent de rendre compte du monde dans lequel nous vivons, et elle propose une réflexion sur la nature ultime des choses, sur le fondement de la distinction entre la réalité et l'apparence, entre le réel et l'illusion. Historiquement, la métaphysique a d'abord été une science de l'être, c'est-à-dire une ontologie. Les toutes premières questions métaphysiques portent sur l'existence. Qu'est-ce que l'être? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? En quoi consiste réellement le fait d'exister? Donnerions-nous autant de prix à l'existence si nous devions vivre éternellement? Etc. C'est à Aristote, encore lui, que l'on doit d'avoir créé l'arsenal technique de base de ce que nous appelons aujourd'hui métaphysique. La plupart de ses concepts, sa méthode d'analyse, ses principaux objets et une bonne partie de son vocabulaire. La métaphysique concentre tout d'abord sa quête sur deux objets principaux, Dieu et l'âme. À ce titre, elle constitue donc la recherche indéfiniment recommencée de notre origine et de notre destination. C'est sans doute la raison pour laquelle nous y revenons toujours. Elle porte sur des objets transcendants, suprasensibles, dont la connaissance rationnelle suppose l'existence d'une région située
au-delà du sensible, c'est-à-dire métataphysica. Même si elle n'atteint jamais tout à fait son objet, la métaphysique demeure néanmoins une discipline essentielle, et sa pratique à elle seule est indispensable, dans la mesure où elle nous arrache aux évidences sensibles en nous offrant la perspective d'un autre monde. L'expérience métaphysique est assurément l'expérience de notre être propre, un être temporel et déchiré qui se découvre mortel et fini, alors qu'il aspire à l'infinité et à l'immortalité. Les questions de la métaphysique, celles qui concernent le moi, le monde et Dieu, font partie du paysage intellectuel et moral des êtres humains. Chaque fois qu'un sens est donné à ces notions, chaque fois qu'on interprète la nature de l'humain et son destin, chaque fois qu'on émet une hypothèse sur la réalité de l'univers, chaque fois qu'on parie pour ou contre Dieu, on dépasse l'objectivité du savoir, on extrapole, on se prononce sur les fins dernières de l'individu. On propose un sens à l'existence humaine en posant la question du pourquoi et non plus celle du comment. Il ne semble pas que cette question du pourquoi puisse jamais être dépassée. L'anthropologie est, littéralement, la science ou le discours qui étudie l'être humain. Plus précisément, c'est la discipline qui s'interroge sur la nature de l'animal humain, sur ce qui constitue sa spécificité. L'anthropologie se pose la question du passage de la nature à la culture et propose une réflexion sur la nature humaine. On distingue habituellement trois types d'anthropologie. Né d'une réflexion autour de la diversité des cultures humaines, un des objectifs de l'anthropologie que l'on qualifie de sociale ou de culturelle est de déterminer les différences et les points communs dans l'organisation des sociétés humaines. Le dictionnaire philosophique Lalande définit l'anthropologie culturelle comme étant l'étude du groupe humain, envisagé dans son ensemble, dans ses détails et dans ses rapports avec le reste de la nature. De façon très succincte et avec un sens élargi, on pourrait dire que cette discipline est devenue aujourd'hui la science qui étudie tous les êtres humains de toutes les sociétés à toutes les époques. Elle consiste en l'étude comparative des différentes cultures et des rapports qui lient les hommes et les femmes aux multiples formes prises par leur socialisation au sein des groupes où ils vivent. L'anthropologie physique ou biologique, souvent appelée aussi anthropobiologie, c'est la science qui, comme son nom l'indique, étudie les différents groupes humains du point de vue physique et biologique. Elle étudie la diversité de la morphologie et de la physiologie des individus constituant ces groupes, ainsi que les bases biologiques de leur comportement, notamment par comparaison avec les proches parents de l'espèce humaine, c'est-à-dire les primates. À terme, ces différentes études cherchent à comprendre le processus évolutif qui a conduit à l'Homo sapiens actuel et à la diversité génétique très relative de l'humanité. Enfin, on emploie l'expression d'anthropologie philosophique pour désigner la discipline qui, considérant l'être humain comme principal centre d'intérêt, comme un objet de spéculation particulier, en propose une définition, en exprime l'originalité, en interprète le devenir, en décrit la spécificité. Quelle représentation se fait-on de l'être humain? Quelles sont ses limites? Quels sont ses besoins? Quelles sont ses aspirations? Quels sont ses moyens d'action individuels et collectifs? Etc. C'est dans ce sens qu'on parle par exemple d'anthropologie aristotélicienne, d'anthropologie freudienne, d'anthropologie marxiste ou encore d'anthropologie chrétienne. Enfin, l'épistémologie se définit comme l'étude critique des sciences et de la connaissance. C'est le domaine de la philosophie qui a pour objet la connaissance en général. L'épistémologie étudie les conditions de la connaissance, les limites de la connaissance, l'essence même de ce que c'est que connaître, à tel point qu'on appelle d'ailleurs souvent l'épistémologie la théorie de la connaissance. Aujourd'hui, on estime le plus souvent que les principales questions épistémologiques sont les suivantes. Qu'est-ce que la connaissance? Comment est-elle constituée ou engendrée?
Et comment apprécier sa valeur ou sa validité? Comment pouvons-nous savoir quelque chose? Bref, ces différentes questions s'intéressent au mode de production de la connaissance, à ses fondements et à la dynamique de cette production. À partir de là, d'autres questions surgissent. Sur quoi se fonde telle ou telle connaissance? Qu'est-ce qu'une science? Comment les connaissances scientifiques sont-elles organisées? Comment évoluent-elles? Les sciences sont-elles la seule source de connaissances? Pouvons-nous justifier des connaissances esthétiques, éthiques ou religieuses? De plus en plus souvent aujourd'hui, l'épistémologie s'intéresse aux méthodes, aux principes, aux concepts et aux objectifs des sciences en général, qu'elles soient sciences de la nature, comme la physique ou la biologie par exemple, ou qu'elles soient des sciences sociales, comme la sociologie ou la pédagogie. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous invite, si vous en avez le temps, la curiosité ou l'envie, à prolonger quelque peu votre réflexion ou tout simplement à vous distraire un petit peu en cliquant sur les quelques liens que je propose ici.